Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche en neurosciences cognitives et l'auteur du livre « Dans le cerveau des champions », paru aux éditions Odile Jacob. Chers auditeurs, comment diable peut-on reprendre le contrôle de notre attention et utiliser ces fichues technologies sans devenir complètement cinglés ? Quelles astuces et méthodes peuvent nous aider à rester concentrés dans ce monde plein de distractions ? Dans ce podcast, nous allons nous inspirer de personnes hors du commun, comme les champions sportifs et les artistes. Quelles sont leurs petites recettes secrètes pour atteindre une concentration optimale ? Et surtout, comment nous, simples mortels, pouvons-nous appliquer ces principes dans notre vie de tous les jours, au boulot, à l'école ou à la maison ? Peut-on vraiment trouver cette concentration tranquille, même sans être un athlète de haut niveau ? Aujourd'hui, on va plonger dans le cerveau des champions. Et pour nous éclairer, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Philippe Lachaud, un neuroscientifique de renom qui va nous parler de son dernier livre, Dans le cerveau des champions. Afin de mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des champions et s'en inspirer pour nous-mêmes, nous recevons le spécialiste de la concentration, Jean-Philippe Lachaud, polytechnicien, directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il est aussi créateur du programme Atoll pour éduquer les enfants à l'attention dans les écoles et l'auteur des livres Le cerveau attentif, Le cerveau funambule, La magie de la concentration et les petites bulles de l'attention et enfin, le livre qui nous réunit aujourd'hui, Dans le cerveau des champions, tous parus aux éditions Odile Jacob. Je suis Amalda Doll, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre est fascinant. Qu'est-ce qui en a inspiré l'écriture ? Déjà, c'est un travail de 10 ans. 10 ans pour recueillir des entretiens avec des champions. Et en fait, l'idée de base, c'était de plonger dans la qualité d'attention de gens dont l'attention et la concentration sont des éléments extrêmement importants dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire les champions, les athlètes. Après, j'ai mis aussi quelques musiciens parce que eux aussi... dans leur expression artistique, l'attention et la concentration est importante. Et en fait, ce que je voulais, c'était surtout donner goût à l'attention et à la concentration. Et essayer de casser cette image d'une concentration, vous savez, très associée à l'effort, les sourcils froncés, la crispation, vraiment quelque chose qui paraît assez désagréable, pour montrer à quel point ça peut être épanouissant et finalement tranquille. Et c'est surtout un message pour les jeunes générations. C'était de me servir de ces modèles pour vraiment donner envie d'être attentif, concentré, dans une société où, comme on le sait, en fait, notre attention est de plus en plus tiraillée et c'est de plus en plus dur d'en avoir la maîtrise. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre avec ce livre ? Eh bien, que développer la maîtrise de son attention et sa concentration, en fait, c'est un chemin d'exploration qui est absolument fascinant et qui amène vraiment un contact avec la vie qui est extrêmement riche, dense et nourrissant et qu'il faut surtout pas s'en priver en étant tout le temps happé par des petites récompenses un peu faciles. Il faut accepter ce temps long et ce temps de recherche et d'exploration. Alors pourquoi la concentration est-elle si importante pour les athlètes de haut niveau ? En fait, il faut bien comprendre qu'un cerveau concentré, c'est un cerveau qui est en fait dans les meilleures conditions possibles pour réussir la tâche qu'il doit réaliser. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est plein de zones qui sont en interaction les unes avec les autres, qui sont pas tout le temps actives de la même manière en fonction du temps. Et donc, dès l'instant où on aborde une tâche, on a une intention, on cherche à faire quelque chose. Il y a certaines zones qui vont devenir plus efficaces en fonction de la tâche qu'on doit réaliser. Et plus on arrive à faire ce matching entre ce qu'on doit faire et l'état du cerveau, et meilleur on va être. Donc en fait, cette concentration, elle est essentielle à un sportif de haut niveau pour qu'il y ait cette adéquation et cette efficacité la plus poussée possible. Alors comment ce sportif, ce champion, amène-t-il cette concentration à un niveau optimal ? Dans ce que j'ai vu, la première chose, c'est déjà une sorte de vigilance pour éviter les conflits d'intention. Puisque, en fait, je viens de dire que la concentration est toujours associée à une intention. Donc, le cerveau est efficace pour une intention, pour quelque chose qu'on a à faire. Mais dès l'instant où vous essayez de faire deux choses en même temps, vous essayez d'avoir deux intentions en même temps, là, ça va être un peu la panique, parce que votre cerveau, il sait plus exactement comment se spécialiser. Ça va donner tout le problème du multitâche, où finalement, on est complètement dispersé. Donc, la première clé, en fait, c'est de veiller à n'avoir à chaque instant qu'une seule intention très claire. C'est vraiment ce qu'on va retrouver, c'est ces champions. Ça peut être le moment où on va frapper la balle. À ce moment-là, voilà, vraiment dans cet instant très court, une seule intention claire. Ensuite, l'instant suivant, ça va être une autre intention, mais il n'y a pas de parasitage entre des intentions qui pourraient interférer.
Ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, très souvent, on est en situation de multitâche. On veut faire ci, mais il faut surtout pas oublier ça, et puis ça donne de la surcharge mentale. Mais en fait, cette capacité à encapsuler en fait le moment avec une seule intention claire en disant ce qui est important pour moi, c'est vraiment ça maintenant. Ça, c'est vraiment une clé. L'autre clé, ça va être une conscience de ce que je vais appeler les cibles attentionnelles. C'est-à-dire que où doit être mon attention ? Donc je suis dans ce moment où je dois frapper ma balle, où je dois sauter, faire mon appel pour un saut en longueur. À quoi est-ce que je dois faire attention à ce moment-là ? Et donc ils ont une vraie conscience de ça, parce que finalement, si vous n'avez pas une cible précise, ça va être très dur de ramener votre attention sur cette cible, puisque vous n'en avez pas conscience. Donc vous allez avoir une difficulté à lutter contre la distraction, qui est justement un éparpillement de l'attention, et puis une attention qui s'évade de la cible la plus efficace. Donc plus vous avez conscience de la cible qu'il faut viser, et plus vous êtes capable de ramener votre attention. Donc ça, généralement, ils l'ont aussi. En quoi l'attention ou la clarté de l'intention que vous évoquez dans votre livre diffère de la concentration ? Ou quels sont les liens ? Alors, c'est très proche, c'est-à-dire qu'il faut une intention claire pour être concentré. Après, il y a des fois où ça suffit pas. C'est-à-dire que le cerveau va pas réussir à se débrouiller avec ça pour placer son attention sur la bonne cible. Il faut en plus avoir conscience de cette cible en disant « Ok, certes, je veux, par exemple, je suis en train de faire ma course d'élan et je veux placer mon pied juste avant la planche et pas mordre. Mais en plus, on va se contraindre, disons, à placer son attention sur un point très précis qui permet justement d'amener le pied exactement au bon endroit. Donc il y a vraiment une vigilance également sur la cible attentionnelle. Donc l'intention n'est pas forcément suffisante. En fait, ça dépend. Il y a des moments où l'intention suffit. Par exemple, je sais pas quoi, je conduis et je veux pas rentrer dans le véhicule devant. Ok, l'intention va suffire. Puis des fois, il faut quand même vraiment bien verrouiller également sa cible. Donc c'est un niveau de concentration un peu supérieur. Alors dans votre livre, vous identifiez 7 super pouvoirs des champions. Quels sont-ils ? Alors que je me souvienne bien. Disons que les 2 premiers c'est les plus évidents. C'est que par la répétition de gestes, l'athlète va être capable d'avoir en fait des programmes moteurs extrêmement précis. C'est ce qu'on appelle la technique. C'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose, il veut envoyer la balle d'une certaine façon, et en fait le geste s'adapte pour produire exactement l'effet voulu. Donc ça, vraiment, c'est l'apprentissage technique. Il prend beaucoup de temps. Le deuxième, c'est évidemment les capacités physiques, athlétiques, par le développement musculaire. Donc ça, c'est évidemment un super pouvoir qui les distingue du commun des mortels. Le troisième et le quatrième, en fait, ont trait à la lecture de jeu, la lecture des situations. C'est-à-dire que vous êtes un footballeur et vous êtes capable de lire à partir de la position des joueurs, de leurs mouvements, exactement ce qui va se passer après. C'est-à-dire que vous avez une simplification, vous faites immédiatement attention aux choses les plus importantes, ce qui va vous permettre d'avoir un pouvoir d'anticipation, donc de savoir ce qui va se passer juste après. Donc là, on est encore dans des super pouvoirs. Il y a également un pouvoir qui consiste à lire l'intention de l'adversaire ou de son partenaire. À partir de sa gestuelle, de tout ce que vous pouvez observer de mouvements corporels, là, on est dans ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est cette capacité, à partir des mouvements d'une personne en face de soi, à s'imaginer à la place de l'autre et donc d'en déduire l'intention, ce que cherche à faire cette personne-là à ce moment-là. Donc c'est vraiment rentrer dans l'esprit de l'autre pour le comprendre et puis pour donc à nouveau anticiper. Et puis ensuite, vous avez des pouvoirs qui sont un peu étonnants. Il y en a un qui concerne une sorte d'appropriation de l'espace autour de soi. C'est-à-dire que j'ai l'exemple d'une joueuse de badminton qui me dit qu'elle sent la position des adversaires de façon corporelle. Elle me dit, c'est comme quand tu es dans une tente et que tu sens avec les yeux fermés, que tu te rapproches de la toile de tente. Tu sens que c'est là. Donc elle a un ressenti physique, en fait, presque comme si c'était une partie de son corps dont elle se rapprochait. Enfin, c'est vraiment très, très corporel. Et ça, disons que pour le cerveau, ça présente l'information sous une forme qui est beaucoup plus efficace pour l'action. Donc le fait, comme elle me décrit, de sentir que quand les adversaires sont à un certain endroit du terrain, ça crée des zones plus denses et moins denses. Et donc dans ces zones moins denses, des zones de vide, c'est là qu'elle doit envoyer son volant, par exemple. Donc j'ai pas mal d'exemples comme ça qui sont vraiment intéressants. Et puis il y a aussi ce pouvoir de voir apparaître, alors ça c'est extrêmement curieux, comme une sorte de flash visuel, ce qu'on doit faire. Et là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Sidney Govou, un footballeur de l'équipe de France, un attaquant, qui avait cette capacité, quand il driblait, il allait dribbler des défenseurs. Donc, à un moment, il raconte, je suis face à 3 défenseurs. Et il voit s'afficher sur la pelouse comme une sorte de trait blanc qui lui indique par où il doit passer pour les éviter.
Donc c'est comme une sorte de réalité augmentée, là, comme si on avait des lunettes qui disent tiens voilà, fais ci, fais ça, ou comme si quelqu'un nous guidait de l'extérieur. Donc ça c'est assez fascinant. Enfin évidemment en fait ça va faciliter grandement son action. Hein. C'est-à-dire que nous de l'extérieur on voit une situation hyper complexe, quasiment ingérable pour nous, mais pour lui en fait c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est encore un super pouvoir. Et le dernier super pouvoir, il a trait à ce qu'on retrouve dans les arts martiaux sous la forme d'une énergie. Dans les arts martiaux japonais, chinois, on va parler de chi ou de ki. Et ça, je l'ai observé aussi. C'est-à-dire que cette sensation de quelque chose qui se déplace à l'intérieur du corps, qu'on peut manipuler. Par exemple, j'ai une nageuse, Mylène Lazare, elle me dit, juste avant une demi-finale olympique, elle est très stressée, mais elle dit, je prends mon stress et je le descends dans mon ventre et j'en fais une boule d'énergie qui est prête à exploser au moment du départ. Donc, on trouve chez certains d'entre eux une capacité à raisonner en termes presque énergétiques. Alors, on peut donner la signification qu'on veut. Moi, je pense que dans le cerveau, il y a des raisons de penser qu'il y a des corrélats neuronaux de ça, mais qui permettent de transformer une sensation comme ça qui est plutôt négative en une sensation beaucoup plus positive et qui va aider. Donc là aussi, on peut vraiment parler de super pouvoir dans ce cas-là. Quelle différence peut-on observer ou avez-vous observé entre les sportifs de haut niveau et les intellectuels de haut vol ? Vous en parlez dans votre livre. Oui, j'en parle pour essayer de casser un petit peu cette frontière qu'on fait entre les disciplines dites intellectuelles et puis les disciplines sportives. Parce qu'en fait, on va trouver chez un sportif la capacité à comprendre les régularités dans le domaine dans lequel il évolue. C'est-à-dire, par régularité, je veux dire que les choses n'évoluent pas de façon aléatoire d'un moment à un autre. Il y a une structure, il y a des relations de cause à effet. S'il se passe ça, il se passe ça après. Si l'autre s'approche du ballon comme ça, il va probablement tirer comme ça après. Donc, s'imprégner de ça, pour après utiliser ces structures. Dire, du coup, s'il va faire ça, moi, j'ai intérêt à faire ça, à guider son action. Donc c'est vraiment comprendre qu'il n'est pas dans un environnement complètement aléatoire. Il y a vraiment une logique, une grammaire, on pourrait dire, et il a saisi. Et en fait, dans toute discipline, il y a ça. Quand vous faites des maths de haut niveau, les maths, en fait, elles expriment des régularités, des contraintes entre des objets mathématiques qui vont pas interagir de façon complètement aléatoire entre eux. Quand vous faites un exercice de géométrie, c'est ça. Hein. Le fait qu'une droite soit une médiatrice, je ne vais pas prendre des noms compliqués, mais ça impose certaines contraintes à la figure, etc. Et donc, c'est assimiler ces contraintes pour les utiliser. Et donc, on retrouve un fonctionnement très général du cerveau d'un expert qui, en fait, va être le même pour une discipline intellectuelle et pour le sport de haut niveau. Donc, c'est pour ça que je parle réellement je dis que ces champions sont extrêmement intelligents. Tu nous as fait un sacré programme pour les vacances, là. Pas seulement pour les vacances, mais pour toute ta vie. Comme je le disais, le jeu en vaut vraiment la chandelle, puisqu'il s'agit d'être dans un état de connexion toujours plus grand à ce que vous faites et aux autres, et d'apprendre à apprendre. Libre à vous de traverser votre vie comme un zombie dans un état d'absence quasi permanent, avec pour seul moteur celui de votre circuit de la récompense occupé à glaner ses petits sucres, et pour seul horizon, les prochaines vacances ou la retraite. Mais est-ce que c'est ça, être humain ? Être humain, ce n'est pas passer sa vie les yeux collés à un écran, comme le chien de tout à l'heure qui reniflait les assiettes en agitant la queue. Être humain, c'est apprendre à percevoir le monde d'une façon toujours plus profonde, enthousiasmante et riche, pour comprendre ses structures cachées et développer des super-pouvoirs pour agir et le transformer. Et c'est aussi rechercher cet état de concentration douce qui donne sa vraie valeur à nos actes. Vous savez, quand quelqu'un met tout son cœur et son âme pour préparer une tasse de thé, comme c'est le cas au Japon, la valeur de ce thé dépasse celle de tous ceux qui pourraient préparer à un distributeur de boissons chaudes, même le plus sophistiqué au monde. La vraie valeur d'une réalisation vient de ce qu'elle révèle de l'état d'esprit de la personne qui l'a réalisée, même quand cette réalisation est un match de tennis. Dans un siècle, le champion du monde de tennis sera certainement battu par un robot, mais à quoi bon ? Je suis convaincu que notre rapport fondamental à cet univers réside dans cet état d'esprit et d'attention dont seul un être humain est capable. C'est la seule issue à la crise de sens qui nous guette au moment où les machines parviennent à produire tout plus vite et mieux que nous, et où nous commençons sérieusement à nous interroger sur notre valeur ajoutée en tant qu'être humain. Jean-Philippe Lachaud, vous venez de nous offrir un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Je pense qu'il est important parce que, en fait, pour la crise que je signale dans le livre, la crise qui s'annonce, c'est vraiment cette crise de sens. Effectivement, des machines vont demain faire quasiment tout mieux que nous, plus vite,
Et ce qui crée un vrai problème de rapport à l'apprentissage. Pourquoi apprendre, finalement? Puisqu'une machine va faire mieux. Pourquoi apprendre la guitare alors que je peux programmer mon intelligence artificielle pour qu'elle me crée un morceau de musique bien meilleur, entre guillemets, que ce que je peux faire moi-même? Donc, il y a cette crise de sens et il faut retrouver la valeur de notre spécificité d'être humain. Et il me semble que la valeur, elle est à chercher dans l'état d'esprit de ce qu'on fait, l'état d'esprit que l'on met à faire ce qu'on fait. Et donc, c'est cet exemple du thé. Quand vous préparez un thé en y mettant toute votre attention, toute votre concentration, calme et tranquille, certains diraient même tout notre amour, en fait, ce thé a beaucoup plus de valeur. Enfin, il a une valeur qui est incomparable à celle du thé que vous allez avoir au distributeur de thé d'à côté. Même si peut-être au goût, celui de la machine est meilleur, mais en fait, la valeur, elle est vraiment dans ce qu'on donne. Et une machine ne pourra jamais avoir d'état d'esprit, d'état d'attention, et donc ne peut pas rivaliser avec nous sur ce plan. Alors, comment on fait pour éviter que le meilleur de la machine ne supplante pas le meilleur de l'homme? Si le meilleur de la machine est meilleur que le meilleur de l'homme, comment on fait pour mettre toujours le meilleur de l'homme au-dessus du meilleur de la machine? Il faut apprendre à développer cette qualité d'attention et de connexion à ce qu'on fait. Et surtout, présenter ça comme une vraie valeur, notamment à l'école. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec le programme Atoll, c'est-à-dire d'expliquer aux enfants que finalement, à la limite, ils pourraient presque... C'est très bien d'apprendre les maths, mais pourquoi ne pas mettre au premier plan la cultivation de l'état d'esprit qui permet d'apprendre les maths ou de faire des maths ou du français ou n'importe quoi. C'est-à-dire cet état de connexion à la matière ou à ce qu'on est en train de faire ou au professeur. Donc juste rechercher un état d'attention et de concentration favorable, calme, où on est complètement dans ce qu'on fait et puis après vous pouvez apprendre n'importe quoi. Et peu importe finalement qu'une machine soit capable de résoudre les problèmes de maths plus vite que vous, en fait c'est complètement orthogonal, quoi. Ça n'a aucune pertinence par rapport à votre engagement à vous dans ce que vous faites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, votre véritable objectif ne devient pas de résoudre ces problèmes de maths, mais de rechercher cet état-là. Et c'est ce que j'essaie de proposer dans le sport. C'est-à-dire que, parce que, enfin, je le propose pas, je le vois auprès de grands champions qui ont en fait dépassé la recherche de médailles et qui disent, mais en fait, finalement, moi, la médaille, c'est très joli, mais au bout de 2-3 jours, c'est un peu le baby blues, quoi. Ok, j'ai gagné telle compète, mais j'ai un petit boost de l'ego, mais au bout d'un moment, je me retrouve un petit peu vide. Donc, ils cherchent autre chose. Et en fait, ce qu'ils vont rechercher, c'est quoi ? C'est cet état de connexion à ce qu'ils font, de concentration vraiment très favorable. Ça devient ça, la véritable médaille. Donc, je pense que cet exemple, on peut vraiment se l'appliquer à soi-même à n'importe quel moment de la vie, finalement. Quels exercices simples faire au quotidien pour améliorer sa concentration et justement se rapprocher de cet état de bien-être ou de flow, si on peut l'appeler comme ça? Oui, c'est ça. En fait, on va être très proche de ce qu'on peut considérer comme une méditation. Il n'y a pas de secret, hein, ça fait 2500 ans ou plus que les gens réfléchissent à cette question. Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas des idiots, ils sont arrivés au fait que certaines pratiques de méditation vont dans ce sens-là, ils ont complètement raison. Par contre, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on marie cette idée de méditation à une vie moderne trépidante où on passe sans arrêt d'une chose à une autre. Et c'est aussi une des choses qui m'a intéressé dans le sport de haut niveau, c'est qu'en fait, justement, ils sont obligés d'être dans un état proche de la méditation, enfin proche d'un état de méditation, mais dans des situations qui bougent tout le temps, très dynamiques. Ils sont pas assis sur un coussin à se concentrer sur leur respiration, c'est clair. Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à transformer ça en une forme de méditation ? Et finalement, la clé, c'est d'abord cette idée de placement de l'attention, c'est-à-dire d'être conscient de ce à quoi on doit faire attention. Je dois placer mon attention à ce moment-là, là-dessus. Peut-être que l'instant d'après, ça va être autre chose. Moi, je vais parler dans le livre de trajectoire attentionnelle plutôt que d'objet d'attention, vraiment. Donc, l'attention, elle doit suivre une trajectoire bien précise sur cet objet, etc. Et une fois qu'on a pris conscience de la trajectoire un petit peu optimale, du coup, il va être possible de remarquer des déviations légères par rapport à cette trajectoire pour ramener l'attention le plus rapidement possible. Donc là, dans le livre, je vais parler de sens de l'équilibre attentionnel, mais c'est finalement ce qu'on cherche à développer sur un coussin en faisant attention à sa respiration, mais simplement avec une cible qui est beaucoup plus statique. Donc, l'idée que dans une activité quotidienne où ça bouge tout le temps, où on fait des choses très compliquées, qui paraissent très compliquées, on peut revenir à des temps courts avec des intentions claires et uniques, petit bout par petit bout, avec à chaque fois une façon de placer l'attention qui est précise sur une cible bien identifiée qui va peut-être changer juste après, et être dans cet exercice de ramener son attention sur la cible. Là, on arrive à s'approprier le concept de méditation, la pratique, pour la transformer en quelque chose qui est adaptable à la vie de tous les jours. Comment on transmet ça à son enfant ?
Eh bien, par une réflexion, par exemple, sur la cible, tout bête. C'est-à-dire quand souvent on demande à un enfant d'être attentif. Eh bien, se dire, je ne peux pas lui demander d'être attentif sans lui avoir précisé à quoi il doit être attentif. Ou sans l'avoir amené à réfléchir à ça. Déjà que lui aussi sache à quoi il doit faire attention. Donc c'est des petits gestes comme ça, et puis c'est tout le programme Atoll finalement qui parle de ça. Alors je veux pas faire la pub, mais disons que la magie de la concentration, mon livre précédent était vraiment une sorte de chemin pour très pratiquement à table avec un enfant, avec un tube de sopalin, une cuillère, parler de concentration comme ça. Alors vous mentionnez que l'erreur aide le cerveau à affiner ses actions. Comment les athlètes utilisent l'échec à leur avantage ? Alors il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est un joueur de tennis pro, il disait la victoire apporte de la satisfaction et la défaite apporte de l'information. Et en fait c'est ça. Hein. Alors des défaites, il y en a tout le temps. Hein. D'ailleurs c'est Joe Wilfried Tsonga qui disait mais nous en tant que tennisman en fait on perd tout le temps, on fait que perdre. Hein. Chaque semaine on perd. Donc la défaite fait partie du quotidien d'un athlète. Il faut l'utiliser de façon intéressante. La défaite, on la trouve au quotidien. Il suffit de prendre une boulette de papier, d'essayer de la lancer dans une corbeille pour être confronté à une défaite parce que on va mettre la boulette à côté au début. Mais dès l'instant où on fait quelque chose avec une intention très claire, eh bien le cerveau est capable de prendre l'information d'erreur par rapport à l'objectif pour corriger, pour dire ok c'est ça que je voulais faire, il s'est passé ça, donc il faut que je corrige dans ce sens. Donc c'est dans ce sens que l'erreur, dès l'instant où vraiment on aborde une activité, c'est ça, en sachant exactement ce qu'on cherche à faire, va vraiment toujours être une information. Donc il faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur d'échouer, parce que ça permet de progresser. Vous dites que tout ça se fait sans effort. Oui, parce que justement, on trouve chez cet athlète de très haut niveau un rapport particulier aux automatismes. Ces automatismes, c'est toutes ces choses qui se déclenchent spontanément de notre part, qui font que par exemple, quand on a les yeux qui se posent sur un mot, c'est très dur de pas le lire. Et en fait, cette idée de sans effort, c'est l'idée d'utiliser au maximum ces automatismes efficaces. Et j'ai plusieurs fois donc entendu des athlètes qui me disaient la difficulté pour moi, c'est de pas être dans un surcontrôle de mes automatismes, c'est-à-dire de laisser justement faire les automatismes efficaces. Si je suis par exemple trop crispé, je suis trop dans la performance, je vais avoir tendance à essayer de contrôler des choses qui marchent très bien toutes seules et ça va ralentir, enrayer. Donc c'est dans ce sens que on peut, en apprenant à être habile sur ces automatismes, à se laisser faire, se laisser en fait couler dans l'activité, on peut réduire en fait la dose d'effort qui souvent est associée à une crispation et justement à un surcontrôle. Donc je vous encourage. Par exemple, moi je prends toujours cet exemple, c'est vous avez un mail à lire qui est un petit peu pénible et c'est long et vous commencez à vous crisper. Juste posez votre regard sur le premier mot du mail, vous allez le lire, c'est obligé. Ensuite vous décalez légèrement votre regard sur le deuxième mot, vous le lisez et ainsi de suite. Et en fait vous allez vous trouver à lire spontanément sans effort. Ça sert à rien de se crisper. Donc cette recherche du non-effort, elle peut s'intégrer dans n'importe quel moment de notre vie. Où placer l'effort alors ? L'effort, alors j'ai une personne qui est assez formidable, qui est un maître de Kyudo, qui est le tir à l'arc japonais. Et lui, il me dit, en fait, mon effort principal, c'est d'essayer de remarquer tout ce que je contrôle et de lâcher le contrôle. C'est quand même assez fort. Hein. Ah oui. Ouais, c'est ça. Faut expliquer là. C'est là encore, en fait, il sait tirer, parce qu'il a tiré des milliers de fois. Son corps sait tirer à l'arc. Et donc, en fait, tout ce qu'il doit faire, c'est repérer les moments où il a tendance à crisper, à contrôler, pour être sûr que ça se passe bien comme il veut, et de relâcher ça, tout simplement. Relâcher cette volonté de contrôle pour laisser faire. Donc, ça peut être très, très fin, hein. Mais c'est le niveau de finesse qu'on attend d'un expert qui a passé des milliers d'heures sur un domaine. Mais observez-vous dans toutes les choses que vous faites très souvent, pour lesquelles vous avez le même niveau d'expertise, et vous allez remarquer que souvent, on contrôle trop, quoi. Ça peut être des gestes tout bêtes. Hein. Je veux dire, vous sortez le lave-vaisselle, la vaisselle du lave-vaisselle, vous allez remarquer qu'en fait, assez naturellement, vos mouvements, ils sont naturels, harmonieux. Enfin, vous pouvez les laisser faire. Hein. Dans une certaine mesure, vous n'avez pas besoin de vous crisper autant. Donc, c'est assez subtil, mais ça en vaut la chandelle parce que finalement, on économise énormément à la fin en termes d'effort. Alors, parmi toutes les rencontres avec des athlètes, donc j'ai compris que l'athlète en Kyudo, en tir à l'arc japonais, vous avez particulièrement marqué. Quels sont les autres, ceux qui vous ont autant marqué ? J'ai envie de dire tous, parce qu'ils sont tous à un tel degré d'excellence dans ce qu'ils font que de toute façon, la rencontre, elle est à chaque fois stupéfiante. Il y a une grosse emphase quand même sur le tennis. Ça, c'est parce que voilà, c'est
Ouais, c'est mon tropisme. Hein. Depuis que je suis petit, chacun a ses préférences. Quand Guy Forget me dit qu'au moment où il joue une balle, Guy Forget, le tennisman, qui a remporté la Coupe Davis, qui a été 4e mondial, il me dit qu'il voit une sorte de cercle lumineux sur le court de l'autre côté qui lui indique là où il doit jouer. Je suis un peu bluffé quand même. Moi, j'aimerais bien avoir ça aussi. Quand Nathan Paulin me parle d'équilibre, de recherche de facilité, il me parle de ces moments où, en fait, Nathan Paulin, c'est un slackliner, c'est le recordman du monde de distance sur une slackline, donc cette sangle sur laquelle il faut rester en équilibre, plus de 2 km jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc là, vous imaginez le type de qualité mentale et de qualité d'attention qu'il faut. Quand je l'entends, il me fait rêver aussi, quoi. Et d'ailleurs, Nathan m'avait dit qu'il s'est mis à la slackline parce que la méditation n'était pas assez exigeante du point de vue de son entraînement attentionnel. Il fallait quelque chose qui l'amène plus loin, ce qui est assez étonnant. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aspire à devenir champion, non seulement dans le sport, mais aussi, et pourquoi pas, dans d'autres domaines de la vie ? Eh bien, la première chose, c'est d'être conscient de la nécessité de la répétition. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on est jeune, on va aller vite. Mais en fait, progresser dans un domaine, c'est entraîner une transformation du cerveau, un développement de certains réseaux, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, répéter, mais toujours avec une intention claire. Ça, c'est vraiment la première nécessité. Je vois, même les enfants à l'école, souvent, ils détestent répéter. Répéter la même chose. Ils disent, c'est bon, j'ai compris, quoi. Donc, ils comprennent pas qu'en fait, la répétition permet au cerveau de se transformer pour développer des super pouvoirs qui permettent après d'aller être beaucoup plus efficace avec beaucoup moins d'efforts, justement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je dirais, c'est vraiment de s'intéresser à sa vie mentale et notamment, beaucoup plus précisément que ça, au placement de son attention. C'est vraiment, finalement, à quoi je fais attention. Prendre une situation, un moment, vraiment, très bien défini. Ça peut être pour quelqu'un qui court, ça peut être au moment d'une descente dans de la caillasse sur un chemin de montagne, ça peut être pour le saut en hauteur, le moment d'appui. Enfin, à ce moment-là, finalement, qu'est-ce qui domine dans mon expérience sensorielle ? Quelles sont les informations dont je peux absolument pas me priver ? Comment doit être placée mon attention ? Pour arriver à avoir des repères qui permettent de s'accrocher à ça assez systématiquement dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on aborde ça, qu'on aborde ce moment-là précis, on sait que l'attention doit être placée à ce moment-là. Ce qui permet justement de remarquer après quand l'attention est moins bien placée pour la ramener. Donc ce travail en fait d'identification de ces cibles efficaces. Et puis en faisant ce travail-là, en fait, on va découvrir des cibles, ce que j'appelle des perceptions expertes, c'est-à-dire des façons de placer son attention qui sont encore plus efficaces et qui nous échappaient complètement avant. Par exemple, pour la gestion du stress, c'est Mylène Lazare qui remarque qu'en fait le plus efficace, c'est vraiment d'aller chercher cette impression de quelque chose dans son corps qu'elle est capable de déplacer et transformer en chaleur. Donc, c'est ce que j'appelle une perception experte parce que c'est pas quelque chose que tout le monde est capable de percevoir. Mais elle, à un moment, ça fait sens. Là, j'étais il y a 2 jours avec un neurochirurgien qui, par hasard, est un ancien très bon joueur de tennis. Il jouait dans les 10 meilleurs joueurs belges. Il a joué avec tous les champions de l'époque. Et en fait, en discutant, je lui parlais de cette histoire de densité, de ressenti de la densité. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. Il a dit « Ah, mais ça me parle. » Mais il a jamais vraiment plus exploré ça. Et il s'est dit, justement, la prochaine fois que je joue, je vais commencer à faire attention un peu plus à ça pour voir ce que je peux en faire. C'est cette idée de recherche continuelle, d'aller chercher des sensations qui sont un peu ténues, qu'on laisse un peu de côté, mais auxquelles on va commencer à s'intéresser parce qu'elles ont une réelle efficacité pour les placer son attention dessus. Donc c'est quoi ? C'est de changer régulièrement les endroits où on place son attention ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un peu une systématisation, parce qu'on peut pas être sans arrêt dans l'exploration. C'est-à-dire qu'à un moment, on a quelque chose qui a l'air de pas mal fonctionner. La balle de tennis m'arrive et je vais la frapper. Je regarde un endroit de la balle. Par exemple, vous savez, il y a une zone, elle est souvent plus claire en haut qu'en bas. Donc, il y a une limite entre l'obscurité et la clarté. Donc ça peut être un repère, mais sans rester forcément scotché là-dessus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, tiens, mais je remarque de façon complètement anecdotique que, tiens, cette fois-ci, j'ai peut-être fait attention un peu différemment et ça m'avait l'air utile. Par exemple, j'ai senti que la balle, j'ai vraiment senti son côté 3D, quoi. Le fait que c'est un objet en 3 dimensions, avec une texture, voire un poids, et j'étais sensible à ça. Est-ce que ça m'aide de faire attention à ça aussi? Et ça peut peut-être devenir ma nouvelle cible. Donc, c'est ce jeu d'exploration. Et ça, vraiment, dans tout ce qu'on fait, c'est pas que le sport, hein. On peut vraiment avoir cette recherche-là. Donc, c'est quoi? Ces champions, c'est aussi des aventuriers? C'est des aventuriers, c'est des explorateurs, surtout. Ils sont vraiment dans la forêt vierge, et puis à chaque minute d'entraînement, c'est une minute passée à découvrir des nouvelles choses. Et moi, j'aime bien prendre cette image parce que
de l'extérieur, on voit quelqu'un qui répète tout le temps la même chose et on dit ça doit être extrêmement barbant. Enfin, comment on peut passer des heures chaque jour à répéter la même chose? Et en fait, il faut voir que de l'intérieur, c'est vraiment une exploration sans arrêt des nouveaux trésors. C'est ça, en fait, qui les motive. Plus peut-être que parfois que la récompense à très long terme, ou peut-être ils vont gagner une médaille au JO, quoi. Jean-Philippe, pourquoi avez-vous choisi l'objet de la concentration et de l'attention comme matière de recherche, comme objet de recherche? Je crois que j'aurais tendance à parler de vocation. Comment ça vous est venu? J'ai réfléchi à cette question et je me suis souvenu de souvenirs d'ado où dans ma chambre, je mettais une montre à l'autre bout de la chambre et qui faisait tic-tac. Et je m'apercevais que parfois j'entends le tic-tac, parfois moins, parfois plus, parfois moins, et je commençais à noter ça. Je crois que tous les ados font pas ça. Et donc j'étais déjà en train de faire de la recherche sur l'attention, mais spontanée, quoi. Enfin, c'est des questions qui m'ont intéressé très jeune. Et après, en fait, c'est le côté de relation directe de la qualité d'attention à la qualité de vie, tout simplement, et de performance dans ce qu'on fait, les concours des grandes écoles, etc., qui m'a encore ramené là-dessus, mon appétence pour le sport. Et puis après, vers mes 20 ans, une pratique du zen assez régulière, où l'attention est vraiment au cœur de ça. Comment ça vous est venu, le zen? C'était il y a combien de temps en plus? Ça fait bientôt 35 ans. Oui, donc vous étiez presque parmi les premiers. 20 ans, ouais. Les précurseurs en France. Il fallait que je me planque parce que je voulais pas qu'on pense que j'étais dans une secte. Oui, alors comment ça vous est venu ça m'est venu tout simplement en allant à la Fnac un jour et justement en cherchant un livre sur la concentration et l'attention et en voyant qu'il y avait absolument rien n'existait à l'époque, sauf un livre qui était un livre d'un maître zen japonais qui était venu en France, qui s'appelait Taizen Deshimaru, et le livre s'appelait quelque chose comme le zen et la pratique de la concentration. Donc c'était dans le titre. Et j'ai lu le livre et là, vous savez, il y a des fois dans votre vie une sorte d'évidence. Je me dis, ok, c'est ça c'est mon truc, ça. Je sais pas pourquoi, mais donc j'ai commencé, puis voilà, c'était réglé, quoi. À l'aune de tout ce que vous avez appris aujourd'hui et de l'endroit où vous êtes de vos recherches, quel message donneriez-vous au jeune étudiant que vous avez été, si vous pouviez lui parler aujourd'hui de là où vous êtes? En fait, ce serait ce livre, tout simplement. C'est-à-dire que ce serait pas un message, mais ce livre, c'est un petit peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 15-16 ans. Tout ce qu'il y a dedans, c'est ce que j'aurais aimé et dû savoir. Et donc voilà, en fait, il y a un petit voyage temporel. Je me suis écrit ce livre à moi-même, moi plus jeune. Et puis donc, par cet intermédiaire, tous les gens qui se retrouvent dans cette même situation, un peu celle que j'avais à l'époque, d'avoir 15-16 ans et de pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie et de se dire, voilà où je vais, quoi. Où est-ce que je dois mettre mon énergie et comment. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, du coup? Maintenant que vous avez écrit ce livre pour l'ado que vous avez été, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Plein de choses, tant sur le plan professionnel que personnel. Sur le plan personnel, vous savez, quand on est un étudiant de l'attention, on est toujours en première année. Donc en fait, essayer de passer mon diplôme de première année d'attention pour passer enfin en deuxième année. Non, continuer à progresser, quoi, à explorer ça. Et puis, essayer de rechercher de la facilité dans tout ce que je fais. Moi, j'aime bien. Puis du coup, en général, ça donne des trucs qui peuvent être un peu intéressants. En quoi croyez-vous? Je crois en... Très bonne question. Je crois en l'intérêt de la recherche d'une connexion à quelque chose d'un peu plus vaste que soi, que ce soit à travers les autres, son activité, etc. Je pense que ça peut vraiment mener quelque part. Voilà, ce qui peut être une attitude presque un peu religieuse, puisque dans la religion, l'idée de liaison, de se relier à quelque chose. Et je pense qu'on est souvent quand même un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu centré sur soi-même, souvent on voit les limites en termes de satisfaction. Puis finalement, ce que découvre tout le monde, c'est que une connexion à quelque chose d'un peu plus vaste apporte quand même beaucoup plus de satisfaction. Donc ça, on va dire que j'y crois. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Plein de choses. Récemment, le match de Nadal à Roland-Garros contre Zverev. J'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'ai même un peu pleuré. Qu'est-ce qui vous effraie? Pas grand-chose.
Après, si vous me mettez une grosse araignée juste sous le sous le nez, je vais pas adorer. Qu'est-ce qui vous met en colère? Ça, c'est difficile. Ça, vous aurez vraiment du mal à me mettre en colère. Ouais. Ouais. Comment vous faites? Bon, je pense qu'il y a une question de trait de personnalité et puis plus quand même quelques années passées à faire du zen, ça, voilà. Non, j'ai pas vraiment de souvenir de colère. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce dans ce que je fais tout le temps? Là, j'étais en train de prendre le métro de changer à Châtelet, le passage AB, et en fait, j'étais super bien. Et là, je me suis dit, c'est quand même intéressant, parce que, enfin, c'est quand même intéressant tout ce travail sur ces états de concentration, etc. Parce que c'est vrai qu'a priori, c'est quand même pas le contexte le plus favorable au monde pour se sentir bien. Mais en fait, j'étais en train de sentir le mouvement des gens autour de moi, des masses, sentir justement les vides, les pleins. Et en fait, j'étais super bien, quoi. Il y avait une sorte d'énergie qui se dégageait de l'ensemble des mouvements des gens. Et je me fondais là-dedans. C'était très agréable. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites et qui vous fait du bien et qui résonne en vous? Ben, je m'en dis pas parce que j'utilise pas tellement le langage je trouve que parfois c'est un poids cognitif, le langage. J'aime bien être un peu en amont. Ça veut dire quoi, être en amont? Plus dans la sensation des choses autour de moi, directement, avant que ça commence à coaguler sous forme de verbal, de mots. Après, bon, je dis ça et puis je viens d'écrire un livre, mais dans une compréhension quand même un peu... Ouais, un contact plus direct aux choses, quoi. Sans forcément passer par le concept et le langage. Dès que je peux me passer du langage, je le fais. Eh bien, merci Jean-Philippe. Merci infiniment. Merci Jean-Philippe Lachaud pour cet échange passionnant. Si une meilleure attention est la clé du succès, vous avez alors semé les graines de la réussite dans nos esprits fertiles. Votre livre, Dans le cerveau des champions, est un trésor, construit comme un dialogue ludique et accessible. Je l'ai même placé dans les mains de mon fils de 15 ans. Bien qu'il ne l'ait pas encore lu, j'aime qu'il trône sur son bureau. Voir le cerveau des champions chaque jour, c'est ma façon d'influencer subtilement ses aspirations vers l'excellence, en l'incitant à comprendre que seule la persévérance forge la véritable beauté. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumingyou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!